vais faire du business, je vais faire du commerce. Ça me correspond, je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais c'était la voie assez classique, assez logique, donc je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai fait une partie de mes études à Hong Kong en échange universitaire, et puis après j'ai décidé de rester à Hong Kong. J'ai bossé en finance là-bas, j'ai bossé après en marketing, j'ai tout fait pour rester en fait à Hong Kong. Ce qui a été vraiment important, c'est que ça m'a permis de me dire, en fait, je veux pas de cette vie-là. J'ai appris plein de choses, j'ai appris que je pouvais me faire confiance, j'ai appris que je pouvais faire confiance à plein de gens autour de moi, et qu'il fallait pouvoir faire confiance autour de soi. Comment on sait qu'un produit va fonctionner ? On sait pas. Ça nous arrive souvent de se dire « Ah ouais, ce produit va être génial, il va vachement plaire ». Et pas du tout. C'est quoi pour toi ce qui définit l'audace ? Parce que je sais pas si on se rend bien compte, mais 26 ans c'est vraiment tout jeune. Ouais. Pour te retrouver à la tête d'une chocolaterie. Alors aujourd'hui, je reçois Alexandra Kahn. Tenez-vous bien, Alexandra, c'est le genre d'entrepreneuse qui, à seulement 26 ans, a eu l'audace de racheter la chocolaterie artisanale Genavet au Grand-Duché de Luxembourg. Quelques années plus tard, elle a 34 ans aujourd'hui, elle a réussi le pari fou de transformer une chocolaterie artisanale en une marque emblématique du chocolat du luxe. Elle est présente à Paris, Montréal et Londres. Et elle va nous expliquer comment elle a réussi à conserver ce côté artisanal tout en augmentant le staff pour passer de 4 employés à plus de 20 aujourd'hui. Salut Alexandra. Salut David. Je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast. Moi aussi. Ça fait très plaisir. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, peut-être tu pourrais te présenter ? Oui, je suis Alexandra Kahn, j'ai 34 ans et je suis la directrice de la chocolaterie Genavet, qui est une chocolaterie made in Luxembourg et tout est produit à Steinfort dans notre atelier au Luxembourg. Et qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette aventure Genavet aujourd'hui ? Oh, plein de choses. Le produit qu'on transforme, qu'on propose, qu'on goûte et qu'on vend, le chocolat. Et puis tous les challenges qu'il y a autour, le développement, il y a plein de choses, c'est hyper motivant. On va avoir l'occasion d'en parler. Je fais une petite parenthèse de 15 secondes pour vous parler de Commodo Construction, notre sponsor du jour. Commodo est une société de construction et de rénovation établie au Grand-Duché de Luxembourg et active également en frontière belge. Donc si vous avez des travaux de construction, de rénovation ou d'aménagement, n'hésitez pas à aller consulter leur site internet. Je vous mets le lien en description, commodo.lu. Maintenant, retour au podcast. Je te propose de parler un petit peu de toi, enfin, principalement de toi, et peut-être de ton enfance. C'était comment chez toi quand t'étais petite, quand t'étais enfant ? C'était plutôt studieux, rêveuse ? J'étais assez sérieuse, plutôt studieuse, sauf vers la fin des années lycée. Mais oui, moi, j'ai toujours été très, très studieuse et assez sérieuse, bien entourée par la famille. Ouais. Et j'étais à Paris. Je sais pas jusqu'où tu veux que j'aille. Ah, mais tu veux tout nous expliquer, on veut tout savoir, donc... Non, moi, je suis née, j'ai vécu à Paris. Enfin, j'ai vécu toute mon enfance à Paris. Ma famille vient d'Alsace et Lorraine. Mon père et sa famille viennent de Strasbourg. Ma mère, pas très loin d'ici, vient de Bouzonville. Mais voilà, donc on a vécu à Paris, mais on venait régulièrement à Strasbourg, à Bouzonville, à Metz, pour voir les grands-parents. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on est au Luxembourg. Mais sinon, oui, je te dis... très entourée de la famille, assez sérieuse. Donc ce petit côté hyper sérieux, ça t'a aidé pour la vie future alors ? Oui, mais en fait, vers la fin de mes années lycée, comme je te disais, j'ai commencé à devenir un peu moins sérieuse et à m'amuser un peu plus. Et ça m'a un peu suivie après pendant mes études. Et je peux te raconter plus en détail si tu veux, mais en gros, donc, j'ai fait mes études de gestion finance à Dauphine à Paris. J'ai fait une partie de mes études à Hong Kong en échange universitaire et puis après j'ai décidé de rester à Hong Kong le plus longtemps possible parce que j'ai adoré entre la culture, la fête quand même et cette ambiance qu'il y a là-bas. J'ai continué là-bas, donc j'ai bossé en finance là-bas, j'ai bossé après en marketing, j'ai tout fait pour rester en fait à Hong Kong, mais ce que je faisais n'était pas le fil conducteur. Et du coup, ça a été un peu un souci, enfin pas un souci, mais je me suis posé pas mal de questions. Moi qui ai toujours été hyper studieuse et très sérieuse quand j'étais plus jeune, j'étais étonnée de ne pas me donner à 300% dans les métiers que je faisais. Et du coup, c'est un peu là que je me suis reposé des questions en disant, je suis pas comme ça normalement. J'ai besoin de retrouver quelque chose dans lequel je m'investis à 300%. Et tu étais vraiment investi à 300% dans tes études. Tu as fait Dauphine Paris, donc c'est une des meilleures écoles d'économie, c'est ça ? Et HEC aussi ? Non. Fait un passage, non ? Non. J'avais cru lire ça quelque part. Non. C'était... parce qu'on essaie de comprendre les parcours des entrepreneurs. Ouais. C'était un choix initié par tes parents ou ta décision toi-même de partir faire Dauphine ?
En fait, le fait d'avoir toujours été assez sérieuse, je m'étais toujours projetée dans le parcours assez classique, en tout cas, effectivement, dont ma famille m'avait parlé, faire des études de business, faire HEC, faire une prépa pour ensuite faire HEC. Je m'étais jamais trop posé la question jusqu'à ce que je commence à un peu moins bosser et à me dire, bon, en fait, j'ai plus envie de faire la fête que faire autre chose. Et du coup, ma dernière année ne m'a pas permis d'être prise dans une bonne prépa à Paris, et heureusement, parce que je pense que j'aurais été très malheureuse. Et j'ai été prise à Dauphine en parallèle, et heureusement. Et donc, ça a été le bon choix pour moi au final. En gros, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit, je vais faire du business, je vais faire du commerce. Ça me correspond. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais c'était la voie assez classique, assez logique. Donc, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Et c'est pour ça qu'à un moment plus tard, j'ai dû me poser des questions et un peu changer de voie. Donc, la fête et les études t'emmènent à Hong Kong. Oui. Par la suite. Exact. Et là-bas, tu dis que tu as travaillé dans le marketing, dans le luxe. Tu as fait quoi exactement? D'abord, j'avais fait un master de finance à Paris. Après être rentrée de Hong Kong, de mes études de Hong Kong, j'ai fait un master de finance à Paris pour continuer quand même. J'ai pris une année de césure pour retourner à Hong Kong. Donc là, j'ai commencé en fusion-acquisition en banque à la BNP. J'ai pas adoré, j'ai pas bossé comme une dingue. Et j'ai appris plein de choses, hein, mais c'était pas pour moi. Et après, il fallait que je trouve un deuxième stage de 6 mois. Je voulais rester à Hong Kong. Et j'ai trouvé un stage dans la logistique pour les disques durs. Ah ouais. Vraiment, rien à voir. Pareil, pas passionnée, mais au moins j'étais à Hong Kong, j'étais contente. Je suis rentrée ensuite à Paris pour faire mon Master 2. J'avais dit à mes parents, je reste à Hong Kong, j'ai pas besoin de Master 2, ça me sert à rien. Si je reste à Hong Kong, ça ne me servira à rien. Ils ont un peu insisté. Je me suis dit, ok, il faut quand même que je rentre à Paris finir mes études. Donc j'ai refait un master entrepreneuriat et pas du tout un master 2 en finance pour me réouvrir un petit peu parce que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et je suis retournée à Hong Kong, je me suis retrouvée j'ai trouvé c'était un stage de fin d'études qui s'est transformé en job dans un cabinet de conseil en marketing dans le luxe, donc pour les shopping malls en Asie, un peu de stratégie de marque, etc. J'ai beaucoup aimé pour le coup, ça me correspondait beaucoup plus, mais il me manquait encore quelque chose. T'as appris quoi sur toi là-bas? Oh, c'est hyper dur. Que j'adorais les challenges, que j'adorais la découverte, que j'aimais bien aussi la nouveauté et l'inconnu, que j'aimais bien prendre des risques quand même, parce que c'est pas simple de partir seule à l'autre bout du monde, de se refaire un cercle d'amis, de trouver un job, de vivre seule là-bas. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai surtout, ce qui a été vraiment important, c'est que ça m'a permis de me dire, en fait, je veux pas être cette ville-là, je veux pas être passionnée par ce que je fais. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de rentrer et de prendre un autre chemin. Hong Kong, c'est quoi? C'est pression, précision, c'est assez de stress? C'est hyper dynamique. Ouais. C'est hyper dynamique, tout le monde hyper social, ça n'a rien à voir avec Paris. Je trouvais qu'on était vachement plus libre dans les échanges, dans les relations, dans plein de choses. Enfin, tout est... on n'est pas dans notre cadre parisien où on est né, où on connaît tout le monde. Enfin, on connaît pas tout le monde, mais je sais pas comment dire, j'avais pas les mêmes barrières autour de moi. Et du coup, je me suis sentie vachement plus libre à Hong Kong. C'est propre à Paris, ces barrières, ou c'est en Europe? Moi, je pense que c'est là où on vient. Ouais. Qu'est-ce que tu as ramené? T'as ramené le dynamisme de là-bas dans ta façon de diriger aujourd'hui? Ouais, sûrement. Il y a de l'inspiration. En 2016, donc tu as quitté une carrière stable pour faire des stages en cuisine, en pâtisserie, pardon. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Donc en gros, j'étais à Hong Kong, je me suis dit ça me passionne pas, faut que je trouve quelque chose, et je sentais que à Hong Kong, j'allais pas trouver le moment ou la façon de faire pour me concentrer et essayer de trouver ce qui pouvait me passionner. Donc je me suis dit je rentre à Paris, je retourne chez ma mère et je vais prendre du temps pour réfléchir. Et ce temps-là, en fait, j'ai commencé à faire des gâteaux, beaucoup de gâteaux, de plus en plus, dans la cuisine de ma mère. Et je commençais à avoir des commandes d'amis, puis d'amis, etc. Et en fait, je me suis dit, mais j'adore faire ça. J'adore mettre la main à la pâte. J'ai besoin c'est hyper cool, d'avoir des résultats hyper concrets, très rapides et plutôt positifs, rendre les gens heureux. Donc, je me suis assez rapidement dit, mais en fait... pourquoi pas? Je me suis jamais posé cette question, la question de faire quelque chose avec mes mains. J'ai toujours été hyper manuelle quand j'étais petite. Et en fait, ça correspondait plutôt bien. Et j'ai toujours été très gourmande, donc évidemment, ça marche bien. Et du coup, j'ai commencé à faire des stages. Je fais un premier stage chez un pâtissier en Normandie que je connaissais bien.
pour vérifier que ça me plaisait vraiment d'en faire un métier. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris avec lui. Et en parallèle, ça a été assez long. J'ai eu d'autres jobs en attendant qui n'avaient rien à voir avec la pâtisserie, mais parce qu'il fallait quand même que je gagne que je gagne ma vie. Et le moment où mon projet était un peu plus concrétisé sur la pâtisserie, le changement de cap, etc. J'ai fait un stage chez Lignac en pâtisserie et chocolat. Et en fait, tout ça, ça a mis un peu à peu près 1 an à partir du moment où je suis rentrée à Paris. Et en fait, en parallèle, mon père, qui habite au Luxembourg depuis longtemps, a entendu parler d'une chocolaterie qui était en vente. Et il m'a dit, mais tu veux pas plutôt... Enfin, pas plutôt, mais tu veux pas aller voir cette chocolaterie, pourquoi pas reprendre une boîte qui fait du chocolat, ça pourrait être intéressant. Et du coup, on est venu visiter la chocolaterie à Steinfort, rencontrer l'équipe, goûter les chocolats, et on s'est dit, c'est intéressant. Et j'ai fait une première offre, je pense début 2017, qui n'a pas été acceptée. Entre-temps, j'ai fait des stages de pâtisserie, tout a été un peu... Et j'ai refait une offre, je ne sais plus, en octobre 2017, qui a été acceptée. Et donc, j'ai arrêté mon stage chez Lignac. J'étais prise à l'école Ferrandi quelques mois plus tard pour préparer mon CAP de pâtisserie, parce que j'étais pas sûre de reprendre la chocolaterie à ce moment-là. Et du coup, j'ai dû annuler mon stage, ma préparation. J'ai annulé mon stage chez Lignac. Et puis, je suis venue à Luxembourg un peu du jour au lendemain. C'était juste avant Noël, en novembre 2017, donc assez intense. Donc tu es à Paris, tu fais un stage, t'es pas du tout normande, donc Non, mais on a une maison de campagne en Normandie. Parce que de se retrouver dans une pâtisserie en Normandie, c'est quand même... Oui, puis j'étais du coup toute seule dans cette maison ouais. au milieu de la Normandie, à me réveiller à 3-4 heures du matin pour aller faire ma journée de pâtisserie. Et je rentrais, je sais plus quelle heure il était, mais midi, quelque chose comme ça. Et puis je dormais. C'était très bizarre comme rythme. En plus, j'étais toute seule. C'était étonnant, mais c'était marrant. Moi, j'ai beaucoup aimé. T'es arrivé par quoi alors? Vraiment la passion de la pâtisserie, c'est ça qui te motive? Ouais. Et puis je te dis, le fait de faire des choses qui se concrétisent très vite et de faire des choses que tu peux faire goûter en fait aux gens. Et je sais pas, il y a une satisfaction intéressante. Comment on se retrouve chez Lignac de Normandie? Parce que tu reviens à Paris, donc tu es parisienne, tu connais bien le monde là. Par des contacts. Je parlais à tout le monde, il fallait que je trouve un stage intéressant en pâtisserie, il fallait que j'avance. Et puis j'avais du temps et je voulais vraiment apprendre. Et je sais plus exactement comment, mais on m'a mis en contact avec un contact qui connaissait quelqu'un, qui connaissait Benoît Couvrant, qui est le chef chez Lignac, côté pâtisserie, et que j'ai rencontré, qui était génial, et qui m'a un peu pris, pas sous son aile, mais oui, qui m'a fait intégrer l'équipe. C'est incroyable. Ouais. Et donc, ton père, lui, il entend parler de ça. Comment tu sais que c'est le bon moment à ce moment-là? Tu vas te lancer dans cet achat. Pourquoi tu fais une offre déjà, au départ? C'est quoi qui... Tu te dis quoi à ce moment-là? Je sais plus. Je sais même plus ce qui me passait par la tête. Mais je trouvais le projet intéressant et en fait, j'ai fait un master entrepreneuriat. J'ai quand même un peu toujours eu cette idée en moi, sans trop m'en rendre compte, mais que j'étais assez polyvalente et que j'aimais bien faire plein de choses et pas une seule tâche. Enfin, pas une seule tâche, mais je veux pas être cantonnée que au marketing, entre guillemets, ou que à la finance, ou que au machin. Et ça, je me le suis toujours un peu dit, mais sans aller plus loin que ça. Et donc, racheter une chocolaterie, donc c'était quand même... Effectivement, être assez couteau suisse pour gérer la boîte. En même temps, j'étais dans un domaine qui me plaisait beaucoup. C'était une petite société, il y avait 4 personnes à l'époque. Donc, c'était pas non plus un projet démesuré. J'avais jamais managé personne, moi, dans ma vie, donc quasiment. Donc, c'était encore à taille humaine, vraiment très, très humaine. Donc, ça, je sais pas, ça m'a plu. Donc, tu as 26 ans, tu viens de Paris, tu te retrouves à Steinfort, au Grand-Duché Luxembourg. Donc, Steinfort, c'est pas non plus Luxembourg, c'est aussi une toute petite ville dans le Grand-Duché Luxembourg. Et du jour au lendemain, tu te retrouves patronne de la chocolaterie. Ouais. T'as ressenti quoi au début? Je sais plus, c'était très bizarre. Surtout que j'avais le même âge où j'étais même plus jeune que l'équipe. Donc c'était marrant. Mais après, franchement, l'équipe était géniale et j'ai eu beaucoup de chance sur... l'équipe sur laquelle je suis tombée, parce qu'ils sont encore là aujourd'hui. Ouais. Ce qui a été un peu plus difficile, c'est que je suis arrivée avec mon père. C'est mon père qui m'a fait visiter la chocolaterie. C'est pas lui qui a racheté. Hein. Il m'a juste aidé à mettre en place, parce que c'est quand même pas simple d'aller voir les banques, négocier à l'achat, les contrats, les machins. Mais du coup, l'équipe me voyait quand même un petit peu, je pense, comme la fille à papa. Que je n'étais pas plus que ça, mais c'est moi qui empruntais, bref. Mais du coup, j'avais une relation, je pense que j'étais vue un peu différemment de ce que je voulais donner comme impression.
Et donc, la première chose, c'était vraiment comment je le gère, en fait. Je sais pas du tout faire. Et en fait, j'ai fait copine avec l'équipe et j'étais vraiment avec eux. Je me suis pas présentée comme la patronne de toute façon, j'aurais pas su faire. J'ai fait comme je sais faire et voilà. T'as pas rencontré des difficultés du fait que tu sois beaucoup plus jeune, qu'on te prenne un peu de haut, ou une jeune femme, de la misogynie ou ce genre de choses? Non, l'équipe était quasiment 100% féminine. Et en fait, j'ai quand même eu un peu de chance dans le sens où le moment où j'ai repris la chocolaterie, c'était un moment où les employés continuaient à bosser alors qu'ils n'étaient plus forcément payés, qu'il n'y avait plus rien qui tournait dans la chocolaterie. Ça tournait pas bien, là. Ça tournait plus bien, ça a été compliqué. Ils vendaient parce que la fondatrice était malade, mais du coup, elle était plus présente. C'était son mari qui gérait. C'était très compliqué. Et l'équipe était très attachée à la marque et au chocolat qu'ils produisaient. Et du coup, ils avaient vraiment envie que ça continue. Donc, ils étaient déjà de un, très, très contents que quelqu'un reprenne. Et de deux, je pense qu'ils étaient plutôt contents que ce soit quelqu'un de jeune qui redonne un peu de dynamisme et qui change un peu les choses. Donc j'étais quand même accueillie assez positivement. Mais tu as un parcours vraiment, en fait, taillé sur mesure pour ce rôle-là. Tout ce que tu as fait au préalable. Au final. Ouais, ouais. C'est ça, quoi. Et le fait d'être française, parisienne, tu connais pas bien le Grand-Duché de Luxembourg, ton papa peut-être, mais toi pas. Ça a été un frein ou ça a apporté un regard neuf ou... Non, mais tu vois, c'est comme Hong Kong où j'ai adoré découvrir un nouvel endroit, j'adore un peu ce challenge et partir dans l'inconnu et pas savoir trop où je vais et découvrir. Donc je pense que c'était un peu la même chose sur le Luxembourg. Hormis que le Luxembourg, j'ai quand même toujours un peu un pied ici parce que, je te dis, ma famille vient d'à côté et mon grand-père, le père de mon père, avait des magasins à Luxembourg. Donc on a toujours eu un pied ici. Donc, ouais, t'es pas en territoire inconnu quand même. Tu connais bien. Ouais. Dès le départ, tu as voulu refaire les packaging. Alors on a mis les packaging ici pour les voir un peu. Qu'est-ce qui allait pas avant et qu'est-ce que tu as voulu raconter de nouveau dans les packaging? Alors, premier challenge quand je suis arrivée, évidemment, c'était l'équipe. Il fallait que je les emmène avec moi et qu'ils me fassent confiance. Deuxième challenge, c'est que je suis pas commerciale. Je n'aime pas le commercial. Et il fallait que je vende du chocolat. Surtout que c'était Noël. Enfin bref, c'est vraiment... Je détestais prendre mon téléphone, de but en blanc, appeler des gens. Enfin, c'était vraiment ma hantise. Et je me disais, en fait, ça, je vais pouvoir le faire que si j'ai vraiment un produit qui me plaît, gustativement, mais esthétiquement aussi. Ouais. Du coup, tu vends plus, ouais. Et du coup, c'est vraiment mon premier chantier, c'est le packaging, l'image de marque, l'identité, etc. Aussi parce que les premiers clients que je rencontre dans notre boutique à Steinfort me disent « Ah, vos chocolats sont super, mais quand on reçoit la boîte, on s'imagine pas ce qu'ils soient aussi bons. » Là, je me dis « Bon, ça va pas. » Surtout que j'aime ça, moi, j'aime le packaging, j'adore ça. Donc, c'est la première chose que je fais. Et en plus, c'est un peu dans l'idée aussi de montrer qu'il y avait un nouveau souffle. Enfin, vraiment... La chocolaterie avait une bonne réputation. Je pense que les dernières années, ça descendait un peu. Et du coup, l'idée était vraiment de repartir sur de nouvelles bases en disant nouvelle direction, nouveau souffle. Et de le montrer aussi par les couleurs, par le packaging. C'est vrai que c'est hyper distinctif, hein, ce bleu un peu... C'est vraiment singulier. C'est quoi, selon toi, les ingrédients pour faire un bon packaging? Oh Déjà, je pense qu'il faut que ça te plaise. Et moi, il faut que ça me parle. À chaque fois, je travaille toujours avec les mêmes personnes depuis 8 ans maintenant. Mais à chaque fois, ils me font 2-3 propositions qui n'ont rien à voir. Et tu le sens tout de suite, en fait, qu'il y a un coup de cœur, il y a un lien qui se fait avec une des propositions. Et même si après, tu la challenges, etc., en général, je reviens toujours sur le premier coup de cœur. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut quand même que ça me plaise pas que à moi, hein, parce que c'est pas moi qui vais acheter la majorité de mon chocolat. Mais non, je pense qu'il faut, je sais pas te dire, il faut que ça change un peu, il faut que ça sorte un tout petit peu de l'ordinaire, pas forcément trop, surtout pour du chocolat assez traditionnel quand même, que ça donne envie, que ça t'as envie de le prendre en main en fait et de l'offrir. Alors, le marketing, c'est mon job à la base, donc il y a la forme forcément, mais il y a aussi le fond. On en a parlé avec un de nos stagiaires tout à l'heure. C'est quoi un bon chocolat pour toi? Comment on distingue un chocolat industriel d'un bon chocolat artisanal? Ça n'a rien à voir, mais plus tu vas manger du bon chocolat, plus tu vas te rendre compte quand tu manges un chocolat industriel que ça n'a rien à voir. C'est le sucre, c'est la texture, c'est le look du chocolat, c'est évidemment les ingrédients. Mais en fait, tu le sens. Je sais pas comment dire, si tu en mets deux à côté, tu le sens tout de suite. En fait, tu le vois évidemment, mais tu le sens sur la langue, tu le sens au premier moment où il commence à fondre dans ta bouche. C'est de la finesse.
Depuis la reprise, tu as multiplié la production par 5, j'ai lu quelque part. Oui. Quelque chose comme ça. En fait, je fais le lien avec le chocolat artisanal, entre le lien chocolat artisanal et chocolat industriel. Ouais. Tu augmentes la production. Comment est-ce qu'on reste artisanal en augmentant la production? C'est un challenge. C'est vraiment, en plus, un point d'honneur que je mets, c'est vraiment, on veut rester artisanal, c'est notre identité, c'est nos valeurs, c'est hyper important pour nous. Et ben, on engage plus de monde, plus de mains. Ouais. J'achète quasiment pas de machines. Vraiment, c'est juste, on était 4-5 il y a 8 ans, aujourd'hui on est entre 25 et 30 en fonction des saisons. Donc non, vraiment, c'est des mains. Si tu passes à l'atelier, il faudra que tu passes. Okay. Tu verras, même tout l'emballage, tout est fait à la main. Donc oui, on ne pourra pas se développer à l'infini, c'est impossible. Et puis, ce n'est pas le but. Je pense qu'on commence à atteindre une taille qui est importante. Et puis, l'idée, c'est de rester hyper familial aussi dans l'ambiance qu'on a dans l'équipe. Donc, j'avais dit max 20, on a un peu dépassé. Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir... voilà, tout le monde partage des bons moments. On fête les anniversaires de tout le monde. On se fait toujours des journées un peu un team event tous ensemble. Et puis ouais, c'est vraiment un peu l'idée de rester familial. Ouais. Et puis c'est comme ça que je saurais le gérer. Je ne saurais pas gérer autrement. Justement, la marque, elle est quand même assez trendy. Je pense qu'elle est assez appréciée sur le marché. Pas que luxembourgeois, en plus, elle est dans d'autres villes, hein, Paris, Montréal. Tu es encore présente à Londres. Ouais. À Amsterdam depuis pas longtemps. Ouais. Est-ce qu'il y a des opportunités que tu as refusées pour garder l'ADN de départ, justement? Oui. Ouais. Des demandes de marque blanche, des grosses quantités de tablettes, ou de choses comme ça, je refuse. Oui, il y a plein de projets qui ne sont pas faits. Il y a des choses que j'ai refusées de but en blanc. Il y a des choses où on a peut-être pu avancer un peu et puis on s'est arrêté en se disant ça va pas. Je t'avoue que je me rappelle pas bien. J'ai pas d'exemple concret en tête, mais oui, moi je fonctionne pas mal par opportunité. Donc je cherche pas à nous développer plus que ça. Mais quand quelqu'un vient nous voir en disant j'aimerais bien présenter vos chocolats dans mon épicerie, on regarde et puis si ça correspond, on y va. Ouais. Tu parles d'opportunités, il y en a une que tu as saisie qui était pas mal au début, qui est peut-être un tremplin, c'est une boutique en ville, à Luxembourgville. Ouais. C'est la première boutique que tu ouvres. Oui. Mais c'était pas au début, c'était il y a 3 ans, c'est récent. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'elle est là, mais qu'elle a toujours été là. Il y a 3 ans, ouais. Et je me souviens d'une discussion autour de cette boutique où il y a ton mari qui est dans l'histoire, qui dit qu'elle était une fonceuse. Il dit t'es une fonceuse et lui avait un peu un rôle de tampon. Et il y a une question qui m'est venue. Est-ce que tu vas à l'instinct ou est-ce que tu as des KPI, des indicateurs qui vont te permettre de calculer la future rentabilité? J'y vais à l'instinct. Ah ouais, ça je m'en doutais. je me doutais que tu allais me dire ça. Non, après je vérifie quand même. Hein, on fait des business plans qui sont sérieux, on vérifie quand même plein de choses. Mais je fonctionne vachement à l'instinct. Ouais. Donc il y a des choses que tu as envie de faire et qui se font toutes seules et en fait tu sens que ça marche et c'est censé se faire. Et tu as d'autres choses, on a eu plein d'autres projets qui ont capoté et au début tu te dis ok, trop envie de le faire, je le sens bien. Puis tu as un premier warning, un deuxième, tu vas quand même et puis à un moment tu te dis en fait non, ça veut dire que ça peut pas marcher et on s'arrête. Mais celui-là, Luxembourgville, c'était un bon instinct. Ouais. Aucun regret, c'est top. Ouais. Non, c'est vraiment ça te donne du coup une aura internationale, parce qu'avec tout le tourisme... déjà national, ça nous a bien ancré dans le paysage local. Ouais, tu viens de mettre à côté des grandes marques internationales, donc ouais, tout à fait. Les boutiques de luxe. Il y a d'ailleurs... il y avait une boutique d'un confrère qui fait des macarons. Oui. Tout près. Et... c'est quoi ta force par rapport à ces boutiques-là, par rapport à toutes les boutiques de grandes marques de luxe qui viennent s'installer à Luxembourg? De chocolat? Ouais. Déjà, on est vraiment, on est luxembourgeois, on est une chocolaterie luxembourgeoise, on est made in Luxembourg et c'est notre identité, donc évidemment c'est forcément différent d'une marque plus internationale. Je pense qu'on a une identité aussi qui est assez différente de pas mal de chocolateries. On est une chocolaterie qui a une identité assez gourmande, assez familiale. C'est du haut de gamme, on fait du chocolat assez haut de gamme. Mais on fait pas du chocolat, comment dire ? J'ai perdu le mot.
on fait pas trop de chichi pour le chocolat qu'on fait. Et c'est un peu l'idée, c'est aussi... C'est gourmand, c'est ça. C'est gourmand, c'est sympa, c'est familial, je sais pas comment le dire autrement. Cyril Lignac qui dit c'est gourmand, c'est craquant. C'est gourmand croquant. Ça vient de lui, c'est ça. C'est quoi ton pari le plus audacieux en termes d'innovation ou de création, ce que tu as fait depuis la reprise? Je sais pas. Le truc que tu dis peut-être à l'instinct, ouais, ça on va faire ça, et tu n'as aucune idée si ça va marcher ou pas, mais... Oh, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ouais. sont passées comme ça. Déjà, nos calendriers de l'Avent, c'est des petits paris à chaque fois parce que c'est beaucoup d'investissement. Alors, c'est pas le chocolat en lui-même, hein, mais pour le coup, cette année, en plus, on sort un produit assez exceptionnel, une vraie montgolfière qui tient vraiment debout dans une grosse boîte. Ça, c'est des gros projets et c'est des beaux investissements quand même, beaucoup de temps et c'est investissement financier aussi. Et après, en produit qu'on a lancé, en chocolat, récemment, on a lancé, je suis sûre que mon mari va regarder, il va me dire, mais Alex, comment tu ne penses pas à ça? On a sorti des guimauves maintenant ça fait longtemps, mais c'était un produit qu'on n'avait pas du tout et sur lequel on ne nous attendait pas, et ça a été un succès assez rapide. Des guimauves avec un petit peu de beurre salé, de caramel beurre salé à l'intérieur. Des barres de chocolat. Ouais, c'est bon. Je t'en ai pas ramené en plus. Il y a quelques années, on a commencé à faire des barres masse-pain et pralinés. Ça aussi, c'était pas du tout quelque chose qu'on faisait et que j'avais envie de faire. Je ne sais plus. Ouais, Si, on a de la mousse au chocolat à la boutique quand même. Ça, c'était un produit un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est innovant, la mousse au chocolat dans ton métier, c'est innovant pour... Non, il y a d'autres chocolatiers qui en font, bien sûr, et surtout des pâtissiers. Mais l'idée, c'était de la servir un peu comme une glace, en plus, au comptoir, à la boutique. Comme on fait pas de glace, on s'était dit, ça peut être sympa avec des toppings, etc. Et puis, moi, j'ai toujours la recette de ma mère et de ma grand-mère que j'adore faire. Et donc, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et je voulais vraiment reproduire la même recette à plus grande échelle, ce qui n'était pas simple non plus. Donc, on a fait pas mal d'essais. Mais ouais, c'était un produit assez cool à lancer. Et je crois que les gens sont toujours contents aujourd'hui. Donc, Chouette. Tu as lancé une boutique il y a 3 ans. Tu parles de ta mère, de ta grand-mère, et toi-même, tu es devenue maman il y a 3 ans. Oui. Comment on gère ça quand on est maman? D'abord, pour faire tourner ton entreprise, et puis après, en pleine maternité, ça ne doit pas être si évident que ça. Tu dois pouvoir déléguer, et puis trouver ensuite l'équilibre entre ta gestion d'entreprise et ton rôle de maman. Tu fais comment? Déjà, une bonne équipe. Ça change tout. Parce que, en fait, je sais pas, tout arrive à peu près au bon moment. La boutique est arrivée au bon moment, puis ma fille est arrivée une fois que tout était quand même un peu plus structuré dans la société, que j'ai vraiment une équipe sur qui je peux 100% m'appuyer. Donc ça, c'était vachement important. Et puis, toute la maternité s'est bien passée, moi, donc j'ai pu bosser normalement, quasiment. On n'arrête pas une entrepreneuse. Et non, il se trouve que je pouvais travailler depuis chez moi, potentiellement dans mon lit, mais je travaille quand même. Et puis j'ai de la chance, elle est tombée au bon moment parce que j'ai accouché fin mai. Donc après, j'avais l'été qui était quand même... j'ai pu passer du temps avec mon bébé. Et moi, c'est quand même la période la plus calme quand même en chocolaterie, même si on travaille. Juin, juillet, août, c'était vraiment idéal pour passer un peu plus de temps. Et puis après, crèche, je vais la chercher assez tôt et je rebosse une fois qu'elle dort. On sait que la charge mentale pour une maman, c'est pas du tout la même que pour un papa. Comment tu fais pour gérer cet équilibre-là? Je me rendais pas compte que ça pouvait être si gros une charge mentale, mais mais je la gère, mais je la gère pas parfaitement non plus. Hein. C'est pas toujours parfait, mais j'ai de la chance, j'ai quand même un mari qui m'aide vraiment beaucoup, et c'est pas qu'il m'aide en fait, il considère pas m'aider, il considère qu'on fait chacun en fait l'équilibre, et donc c'est vraiment, on a vraiment trouvé notre équilibre, donc ça se passe vraiment très bien. Et du coup, oui, je vais la chercher pas trop tard à la crèche, mais elle se couche pas très tard, heureusement, et comme ça, je peux bosser le soir. Et puis on passe le week-end ensemble. Non, franchement, on a trouvé un bon équilibre pour le moment, en tout cas. Tu travailles jamais le week-end? Non, j'ai beaucoup travaillé le week-end et franchement beaucoup moins. Ouais. Je suis à la chocolaterie à la boutique tous les samedis matins, mais pour prendre le petit déjeuner et puis discuter avec les filles de la boutique, mais j'appelle pas ça du travail. Ouais, c'est ça, quand tu fais ce que tu aimes tout le temps, c'est pas vraiment du travail.
Côté management, ton entreprise, elle est passée de quoi, 4 à 20 personnes, voire plus, comme Ouais. tu l'as dit tout à l'heure. Tu passes d'une chef artisane à une entrepreneuse, chef d'entreprise. Mm. Comment tu gères tout ça? Parce que tu changes de dimension, ça n'a plus rien à voir. Mm. Comment Ouais, tu c'est fais? difficile parce que encore une fois, déjà j'avais jamais managé avant, ce que je te disais, mais c'est pas forcément quelque chose, pas que j'aime, mais je pense pas être très bonne dedans, enfin dans le management. Donc j'ai trouvé des parades. Comme quoi? Et mes parades, c'est que j'ai mis un chef sur chaque équipe, en fait. J'ai un chef de production, un chef pour tout ce qui est préparation de commandes, expédition, emballage. Et en fait, chacun gère son équipe. Et chacun est bien responsabilisé. Et du coup, moi, je gère mes chefs. Et puis, quand il y a des plus gros problèmes, ça me remonte. Mais c'est un peu comme ça que je gère. Tu trouves des parades. Pareil pour la boutique. J'ai aussi quelqu'un qui gère la boutique. Ok, bah donc du coup tu gères, tu fais quoi? La recherche et développement? Alors tu es concentré là-dessus, sur le projet? Ouais, commercial quand même, marketing, communication, finance quand même, développement de produits avec l'équipe. Y a pas En fait, mal tu as de gardé choses. pour toi tout ce que t'aimes. Pas que. Non, je fais des choses que j'aime pas non plus. Ouais. Malheureusement, tous les entrepreneurs, c'est comme On n'a ça. pas le choix. Dans ton recrutement, comment tu t'y prends? Comment tu fais pour recruter? Ça dépend pour quel poste, mais maintenant en fait j'ai compris comment ça marchait le mieux. C'est mes chefs qui choisissent leur équipe. Donc on leur propose des profils, et puis c'est eux qui font les entretiens, c'est eux qui font les tests si besoin, et puis c'est eux qui décident. Et en fait comme c'est eux qui vont bosser avec leurs équipes tous les jours, et pas moi en direct, c'est comme ça que les meilleures décisions sont prises. Donc je fais quand même un check avec mon assistante, adjointe plutôt même. On peut aussi, maintenant on commence à faire des filtres, mais ouais, je laisse en fait les personnes qui vont bosser avec ces personnes-là choisir. Tu as un ADN, j'en avais chez vous, il y a un ADN. Mm. Comment tu fais pour transposer l'ADN sur tes chefs? Parce qu'il y a chaque fois, tu sais, comme le téléphone arabe, il y a chaque fois un filtre. Oui, bah, c'est pas simple. Et donc, ouais, C'est ça pas doit simple. être, On se force à faire des réunions tous ensemble. On essaie de faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et il faut qu'on y arrive. Parce qu'en fait, il y a tellement j'ai 1000 projets en même temps, et puis ils aiment être au courant, et puis ils ont besoin d'être au courant et être intégrés dans certaines décisions, etc. Donc je passe mon temps en fait à leur expliquer ce qui se passe, quels sont les projets, les visions, les trucs. Puis voilà. tu as déjà fait des erreurs de casting? Oui, on en a fait, bien sûr. Ça fait mal, hein, ça. Oui. Tu fais Ouais, comment plein de choses. Ouais. Est-ce que tu as mis en place des process maintenant pour essayer d'éviter, alors éviter parce qu'on Mm. ne peut pas absolument passer à côté, mais Ouais. éviter un maximum les erreurs de casting? On sait pour Noël, par exemple, pour la fin d'année, on recrute plus que ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, chaque année, on recrutait exactement ce dont on avait besoin, et on avait toujours 1 ou 2 personnes qui étaient en arrêt la moitié du temps ou tout le temps. Donc maintenant, on recrute plus, ce qui fait mal au début, parce que je me dis, on n'a pas besoin de tant de monde. C'est quand même, ça devient gros. Et puis en fait, il y a des gens dont on se sépare rapidement, parce qu'en fait, on se laisse 1 semaine ou 10 jours pour sentir les choses. Et si on le sent pas, on arrête tout de suite. Et si on le sent, on avance. Et puis de temps en temps, il y a quand même de mauvaises surprises. Cette année, j'ai recruté trop, mais tout le monde est bien. Ah, c'est Donc je vais bien. pas me plaindre. Pour le moment, ça se passe bien. C'est cool. Donc il y a le product market fit et toi, tu as les fits par rapport à Genève. C'est ça. Qu'est-ce que tu transmets à tes équipes au-delà du chocolat? Qu'est-ce que je leur... Je pense cette espèce de dynamisme et ce développement qu'ils adorent suivre, et plein d'idées, plein de projets. Tout le monde peut apporter son idée. Et tout le monde peut apporter un peu son grain de sel. On essaie de faire goûter à tout le monde dès qu'on a des nouveautés, des tests. Donc ils se sentent quand même assez impliqués. J'essaie de les impliquer le plus possible. C'est pas toujours évident parce qu'on a de temps en temps des décisions à prendre rapidement, des tests, on goûte, on valide, et puis il y en a pas assez pour faire goûter tout le monde. Mais ouais, j'essaie d'être là quasiment tous les jours, d'être hyper présente. La porte est toujours ouverte, donc ils peuvent vraiment venir me voir quand ils veulent. Cette espèce de proximité, en fait, et j'ai pas envie d'avoir ce rôle de la grande boss qu'on n'ose pas aller voir dans le bureau, pas accessible, donc j'essaie de faire l'inverse. Et ça se ressent dans tes produits, tu crois? Je sais pas si ça se ressent dans les produits. Je pense que ce qui se ressent dans les produits, c'est la passion des gens qui les font, ouais. Ouais. Mais les gens sont passionnés aussi à travers toi et à travers ton ADN, j'imagine. Je sais pas, j'espère. Quand on est entrepreneur, ou entrepreneuse, il y a
on est souvent seul. Il y a des moments où on est très très seul. Il y a des moments où toi, tu t'es senti vraiment très très seul et très isolé. Pas tant que ça. Parce que ma famille est quand même vachement impliquée. Enfin, mon mari, mon père, ma mère. Mhm. Dès que j'ai des doutes, des questions, des gros projets, évidemment, on en discute tous ensemble et chacun m'aide, chacun me donne des conseils. Mais oui, c'est sûr qu'être seule, de temps en temps, je me dis effectivement, ça pourrait être pas mal aussi. Enfin, ça doit être pas mal aussi ceux qui entreprennent à deux, ceux qui entreprennent à trois. Et en même temps, est-ce que j'aurais pu? Je sais pas. Je bosse assez seule aussi, donc c'est ma personnalité aussi, c'est ma façon de faire. Donc, mais oui, c'est sûr que de temps en temps, on a des décisions à prendre. Ton entourage, il comprend toujours tout ce que tu dis parce que quand on est entrepreneur, on vit les choses de l'intérieur, c'est parfois pas évident. Pas tout, mais je pense qu'en l'occurrence, mon mari, qui est vraiment là depuis le début et qui écoute tous les soirs les histoires de la chocolaterie, je pense qu'il il connaît bien. Non, il connaît bien, c'est comme s'il bossait là. Tu dis souvent que tu veux éviter de croître trop vite. Donc, c'est de la prudence ou c'est une vraie stratégie? C'est les deux. C'est les deux, sauf qu'au final, je me rends bien compte que j'adore les projets et j'adore continuer à créer. Donc, en fait, je dis que j'ai pas envie de croître parce que c'est vrai, je veux pas devenir une multinationale de chocolat. Enfin, je veux vraiment garder cette identité. C'est vraiment artisanal et c'est vraiment important pour moi. Et j'ai pas envie de gérer, moi, une très grosse entreprise. Donc, l'idée est vraiment pas de se développer autant que ça. Et en même temps, de l'autre côté, je continue à avoir de nouveaux projets et à développer. Donc, ça n'a pas tant de sens que ça. Donc, voilà. Dis ce que je fais, mais en fait, tu fais pas du tout ce que tu dis. Donc, tu développes d'autres choses. Là, justement, tu repousses souvent tes limites, toi. Et repousser tes limites, est-ce que c'est bien t'écouter? Est-ce que c'est te respecter toi-même? Bonne question. Oui, parce que quand je sens que le timing n'est pas bon, en vrai, je ralentis et de temps en temps, je repousse. Là, j'ai des projets, d'autres idées, d'autres trucs, et je me dis non, c'est trop. Ouais. Je peux pas tout faire en même temps. Là, on est en train de faire un projet à Steinfort qui devrait ouvrir dans quelques semaines. Il y a une autre opportunité qui serait très bonne, mais je me dis c'est pas le bon timing, je peux pas, je vais trop stresser, je peux pas, j'ai pas le temps, voilà. Donc j'essaie quand même de respecter un petit peu. Tu parviens à t'écouter, ouais. Parce que le standing que tu as donné à ta marque, c'est quand même pas rien. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Tu as quand même fait quelque chose d'assez incroyable. C'est une marque qui se développerait facilement au niveau mondial. Tu as des projets dans ce sens-là? Non, on a un distributeur aux États-Unis qui aime bien nos produits et pour le moment qui vend plutôt à des cercles de luxembourgeois aux États-Unis. Pourquoi pas développer un peu, mais je veux dire, encore une fois, on sera pas une Enfin, je dis ça, un jour on m'écoutera et ce serait pas le cas. Vraiment, c'est pas ce dont j'ai envie aujourd'hui et c'est pas la vision que j'ai de la chocolaterie et de l'entreprise. Donc, non, l'idée c'est. Ce qui me plaît bien, c'est d'être présent dans le bon endroit, dans les capitales. Donc à Paris, être à la grande épicerie du Bon Marché, c'est super. On est aussi à Neuilly dans une belle épicerie fine. Être à Londres chez Bailey & Sage, qui est une jolie chaîne aussi d'épicerie fine, il y en a une dizaine. C'est plutôt ça, c'est plutôt ponctuel et c'est pas d'inonder le marché international. Avec tout ce que tu as traversé, tu es un modèle pour beaucoup, j'imagine. Et en tant que femme, tu es certainement un modèle pour des jeunes femmes. Ouais. Si tu vois une jeune femme de 20 ans qui voulait entreprendre, tu lui dirais quoi? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui dirais, vas-y, si tu as un feeling, un instinct et si tu sais où tu vas aller. Moi, j'ai besoin de pas mal de temps pour savoir ce que je voulais faire et pour trouver effectivement en fait la bonne opportunité, mais du coup le bon secteur, le bon produit. Mais oui, je dirais franchement go, surtout à 20 ans. On prend des risques, mais je veux dire, c'est pas les mêmes choses que de prendre des risques à 30 ans ou à 40 ans ou plus. Et je dirais, entoure-toi bien. Je pense que vraiment, c'est le plus important. C'est comme tu disais, le fait d'être seul, etc., c'est pas simple. Donc, si t'es pas bien entouré, je pense que c'est vraiment très difficile. C'est le plus compliqué. T'as la chance d'avoir ta famille. Moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas ma famille avec moi dans l'aventure. Comment tu vois les choses? Je veux dire, dans un environnement économique, c'est pas toujours simple à gérer. Là, l'économie, tu sais très bien ce que c'est. Là, ils peuvent pas t'aider. En termes de finances, ils peuvent pas t'aider. Alors peut-être qu'ils peuvent... Comment tu anticipes tous les coups durs? Tu vois, ça va plutôt compliqué. Le marché fait des up and down. Ouais. Comment est-ce que tu...
Bah, c'est difficile, on prend sur nous. Là, en l'occurrence, le cours du cacao a explosé depuis 2-3 ans. Et plus, évidemment, ça concordait avec un moment où j'ai changé de chocolat, de fournisseur de chocolat, et qu'on a choisi d'aller encore plus haut de gamme, et que du coup, ça me coûtait déjà le double de ce que ça me coûtait à l'époque. Et juste après ça, on a la crise et le cours du cacao qui augmente. C'est dur, je peux pas faire grand-chose, je vais pas commencer à jouer avec la bourse, et c'est pas mon truc. Mais et ben on run nos marges, et on espère que ça dure pas trop longtemps, puis on est obligé d'augmenter un peu nos prix, et puis mon mari, par exemple, qui va me dire « Alex, il faut que tu augmentes plus tes prix, c'est pas possible. » Oui, mais je peux pas trop augmenter, c'est ridicule. Et puis après, on le fait, et puis on est obligé de s'adapter. Et ouais, on espère qu'il n'y a pas trop de surprises comme ça non plus, parce que c'est pas simple. Ouais. Les consommateurs, tu sens, ils sont sensibles si les prix augmentent trop ou... Honnêtement, je pense qu'on a de la chance. On a une clientèle qui ne s'est pas du tout plaint des augmentations de prix. Alors, on n'a pas fait de grosses augmentations de prix, on les fait vraiment petit à petit. Et puis, je pense qu'on a un positionnement qui est quand même raisonnable pour la qualité et pour le fait que tout soit vraiment fait main. Enfin, voilà, on n'est pas... je pense qu'on a vraiment un prix raisonnable. Évidemment, il a augmenté depuis quelques années parce qu'on n'a pas le choix. Mais je pense que le fait que le cours du cacao a explosé et les médias en ont parlé, et du coup les gens sont au courant quand même, ils en ont entendu parler, même s'ils savent pas pourquoi, même s'ils savent pas de combien, etc. Les gens ont entendu parler, donc ils sont quand même plus alertes, et enfin je veux dire, ils vont voir les prix qui augmentent, s'ils le remarquent, ils vont comprendre, ils posent pas beaucoup de questions. Je me suis intéressé à tes produits en préparant le podcast, donc j'étais voir un peu les prix comme ça, parce que je savais pas, et bon, tes prix, moi j'avais pas de notion de prix du chocolat. Par contre, j'étais halluciné de voir les prix de chocolat industriel. C'est hyper cher. C'est hyper cher. C'est un truc de fou. Donc, quand on compare tes produits, alors c'est un certain prix, mais ça par rapport aux produits industriels qu'on voit partout. Je suis d'accord. Est-ce que tes produits sont assez chers finalement? Non, je sais qu'ils le sont pas assez. Non, je sais qu'ils le sont pas assez. Je sais qu'ils le sont pas assez, et je sais pas forcément très bien, mais j'ai pas toujours une logique de rentabilité maximale. Et c'est un peu aussi ce que dit mon mari, on parle toujours de lui, mais au moins ça me permet de balancer un peu. Lui prendrait pas du tout les mêmes décisions que moi, par exemple, sur le packaging, sur les nouvelles opérations, sur les trucs. J'avoue que je fais beaucoup parce que je sens les choses, parce que ça me plaît, etc. Je regarde évidemment les coûts, mais j'ai pas une logique de maximiser ma rentabilité, donc tant mieux pour les consommateurs. C'est bien. Mais non, il faut qu'on soit rentable, évidemment. Moi, mon but, c'est vraiment juste que tout le monde soit bien payé, que tout le monde soit bien, que les clients soient heureux, et que l'équipe aussi. Donc j'essaie de trouver vraiment le juste milieu. Il fait du bien ton discours, parce que tu sais, on voit sur les réseaux les entrepreneurs gagner plus, gagner ci, gagner ça. Et toi, tu dis justement, slow down, on va d'abord, je vais prendre du plaisir, on va prendre du plaisir toute l'équipe, on va faire les choses comme on aime. Et puis la rentabilité, ça passe au second plan. Ouais. C'est très très rare ce genre de discours. Je sais pas si c'est très intelligent de temps en temps, mais j'imagine que tant que ça va bien, c'est cool. Oui, bah voilà, j'imagine quand même que tu as quand même fait des études en économie, donc du coup, tu as quand même une notion de la rentabilité. Mais je veux dire, c'est pas la course à tout prix à l'hyper-rentabilité. C'est génial ça. Je rebondis sur un autre sujet qui nous affectait tous les entrepreneurs, le Covid. Ouais. Tu as repris en 2017, tu as 26 ans, 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard. Tu te retrouves en pleine crise Covid où les gens n'achètent plus rien en fait. Ouais. Comment tu vis ça? Compliqué, parce que nous c'est juste avant Pâques, on a plein de commandes qui doivent partir. Évidemment, déjà il y a Pâques qui doit arriver, donc c'est quand même notre deuxième saison la plus importante de l'année. On a plein de commandes d'entreprises, cadeaux pour les employés, etc., qui sont annulées en dernière minute, qui sont déjà produites. Et puis l'incertitude. Et en fait, sur mon équipe, je sais plus combien on était à l'époque, on devait être 7, 8. Il en reste 3 qui restent là pendant le Covid, et juste avant Pâques, donc ils ont vraiment travaillé comme des dingues, parce qu'on a quand même mis en avant le site internet, et on a beaucoup vendu sur l'internet, et ça a développé en fait le site, et donc ça a été une bonne chose. Après, ouais, c'était un stress énorme. Il se trouve qu'en plus, nous, c'est le moment où on arrivait à la grande épicerie à Paris, qui était vraiment un bel objectif pour moi. On avait une super mise en avant à la grande épicerie, et là, Covid, personne qui va là-bas. Donc ça a fonctionné heureusement, mais ça n'a pas été le carton que ça aurait pu être. Et en plus, moi, c'était un moment où on s'était quand même bien développé depuis 3-4 ans, et ça faisait un moment que je cherchais à agrandir notre atelier, parce qu'on avait un atelier à Steinfort quand je suis arrivée, et je voulais le rénover, mais je voulais surtout agrandir. Et ça faisait plusieurs mois que je cherchais, que je ne trouvais pas du tout la bonne opportunité.
Et en plein confinement, j'apprends que notre voisin, vraiment le hall collé au nôtre, se libère. Et du coup, que potentiellement, on pourrait doubler la taille et faire des gros travaux. Et du coup, la grosse question, c'était ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Quel est l'avenir? Est-ce qu'on prend aujourd'hui un grand risque? Est-ce qu'on investit? Parce qu'en plus, c'était des gros travaux. Donc c'était vraiment un très gros investissement. Et heureusement, on a décidé de le faire. Et du coup, en plus, c'était pas mal parce qu'au final, on a fait toutes les commandes de matériaux, tous les travaux avant les augmentations énormes de prix post-Covid. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais ouais, donc c'était une période un peu charnière quand même pour nous parce que, bon, heureusement qu'on a pris cette décision d'agrandir l'atelier à ce moment-là. Maintenant, l'outil est suffisamment grand ou Non, c'est trop petit. Non, Bah c'est ouais, toujours trop petit parce que je pensais que c'était énorme et en fait, pour stocker, on a tellement besoin d'espace de stockage. Ouais. Même des packaging, ça prend. En plus, j'ai vu que tu avais lancé un site en ligne, donc tu peux acheter le chocolat en ligne directement. Ouais. Donc, pour les gens qui nous regardent, nous écoutent, on mettra fait. le lien pour l'adresse. C'est bien. Et là-dessus, j'ai vu la montgolfière, je pense. C'est possible, ouais. J'ai vu. Ça va, ça fonctionne, le site en ligne, la vente en ligne, par rapport à un produit physique qu'on a envie de voir et de toucher. Ça marche bien. Ça marche bien. C'est pas mon plus grand canal de vente, hein, mais non, franchement, ça marche bien. Et puis pour faire des cadeaux, c'est assez simple. On passe commande pour quelqu'un d'autre, on met un petit mot et puis on sait que c'est livré. Non, franchement, ça marche bien. Surtout pour les expéditions, en fait. On expédie beaucoup au Luxembourg, mais beaucoup aussi en Europe. Ouais. Justement, ça fait partie du truc. Comment tu vois l'évolution de Genavet dans 3 à 5 ans? C'est hyper dur. Parce que je vais avoir des nouvelles idées qui vont arriver. Mais déjà là, on est en train de finir les travaux à Steinfort parce qu'on a eu une opportunité de... Il y a un autre hall qui s'est libéré, encore à quelques mètres, donc pas collé aux notes, mais un peu plus loin, un peu mieux placé que là où on est. Et on a fait des gros travaux aussi. On déplace, en fait, on avait une boutique, on a encore aujourd'hui, une boutique là où on produit à Steinfort, en dessous de l'atelier. Mais on la déplace dans ce nouvel espace qui est tout vitré, qui est un peu plus grandiose. Et on en fait un espace vraiment dédié au chocolat. Donc, juste derrière la boutique, il y aura un espace pour recevoir les groupes, pour faire des team events, pour faire des ateliers chocolat, des anniversaires pour enfants. Donc, on fait des truffes, des mendiants, on peut faire plein de choses. Donc ça ouvre là dans 2-3 semaines. Et en fait, cette boutique va être aussi un peu salon de thé. Donc, on va proposer quelques gâteaux un peu plus au chocolat. Donc, on change un peu, on diversifie un petit peu. Parce que j'ai toujours eu en tête, en fait, cette idée d'un jour plutôt faire des cakes au chocolat, développer un peu aussi le côté pâtisserie, pas pâtisserie fraîche, on va pas faire des entremets, des choses comme ça, mais vraiment développer, diversifier un peu, toujours au chocolat, mais un peu côté gâteau. L'inspiration de Paris, quand on est à Paris, il y a des boutiques partout, tu as des grands artisans qui sont là. Comment est-ce que tu fais il n'y a pas une frustration d'être à Steinfort, au Grand-Duché de Luxembourg, de ne pas pouvoir avoir une vitrine comme ces gens-là, alors que tu fais un travail aussi qualitatif qu'eux? Merci déjà. Non, je crois que chacun est bien là où il est. Nous, on est quand même à la grande épicerie au Bon Marché, donc en plein Saint-Germain, au milieu de tous les chocolatiers. On n'a pas notre propre magasin, mais là, aujourd'hui, je n'aurais pas le temps, la motivation pour ouvrir une boutique à Paris. Donc déjà, pas possible. Je vais quand même régulièrement à Paris, donc toujours intéressant pour voir la concurrence et goûter d'autres choses et découvrir plein de choses. Mais non, nous, on est bien au Luxembourg. Et dans les questions cap ou pas cap, t'es cap de rêver encore plus grand ou tu veux plutôt freiner? Parce qu'en fait, tout à l'heure, tu dis je veux pas, ouais, mais je veux quand même. Mais tu veux quand même. Mais j'ai toujours l'impression que les projets que j'ai sont des petits projets et que ça va pas non plus changer la face de la chocolaterie. Donc oui, je rêve toujours plus, mais raisonnablement. Je te dis, vraiment, j'ai pas envie de gérer une grosse entreprise. Donc, je le ferai pas. Ouais. Mais encore développer des petits projets comme ça, ouais. Moi, donc, on verra pas Genavet à Dubaï. Je crois pas. Ce genre de choses. Des grandes boutiques. Tu restes ici à Luxembourg et tu laisses les gens de Dubaï venir les acheter ici. C'est ça. On arrive un peu à la fin de ce podcast. J'ai une question. Qu'est-ce que tu as tiré? Quelle est la plus belle leçon que tu as tirée de Genavet?
depuis que tu as repris cette entreprise-là, est-ce que tu en as fait quelque chose d'incroyable? Merci. Enfin, toi, Oui. l'équipe et ton entourage, ta famille qui t'a soutenu. Merci. Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi la plus belle leçon? Ça, je sais pas te répondre. J'ai appris plein de choses. J'ai appris que je pouvais me faire confiance. J'ai appris que je pouvais faire confiance à plein de gens autour de moi et qu'il fallait pouvoir faire confiance autour de soi. J'ai appris à déléguer beaucoup, ce que je ne savais pas du tout faire. Et qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris la patience aussi pas mal. Parce que les choses vont pas toujours à la vitesse à laquelle tu veux et tant mieux. Mais du coup, oui, j'ai appris la patience. Parce que t'as toujours plein d'idées, t'as envie de faire plein de choses, et puis en fait, t'as pas le temps, c'est pas le bon moment, et puis il y a déjà trop de choses, et puis ça prend plus de temps à développer. Et si tu veux quelque chose de vraiment. Parce qu'on essaie de rien sortir qui n'est pas parfait, ou qu'on ne considère pas parfait en tout cas, ouais, on est pressé, on a envie de sortir quelque chose absolument demain, mais en fait, c'est pas possible. Il faut beaucoup plus de temps que ça, si on veut que ce soit vraiment bien. Prendre le temps de goûter, de réessayer. Tu pousses quand même pour que les projets sortent. Oui, toujours. Je suis hyper, vite, ouais. je suis hyper impatiente, mais j'apprends à apprendre. J'apprends la patience. C'est quoi pour toi ce qui définit l'audace? Parce que 26 ans, quoi. Je sais pas si on se rend bien compte, mais 26 ans, c'est vraiment tout jeune. Ouais. Pour te retrouver à la tête d'une chocolaterie et d'en faire quelque chose, avoir un vrai projet, il faut être audacieux. Mais tous les projets que tu fais, que ce soit tes nouveaux ateliers, que ce soit des boutiques que tu ouvres un peu à Luxembourg ou ailleurs, il faut avoir beaucoup d'audace. C'est quoi l'audace selon toi? Oh, je sais pas. Ouais. Moi, je trouve que oui. C'est vrai. Je saurais pas te dire non plus. Je saurais pas te dire non plus parce que en fait, à chaque fois qu'on a des idées, des projets, des choses, j'en discute vachement avec l'équipe. Et puis s'ils me disent tous non, j'y vais pas, quoi. Donc c'est quand même... l'audace, c'est d'avoir envie de faire quelque chose d'un peu différent et de toujours pousser, effectivement, pour grandir, pour développer, pour proposer des choses un peu originales, un peu différentes. Et puis, de temps en temps, bah, on te freine un petit peu parce que c'est pas faisable de temps en temps, parce que de temps en temps, on me dit, bah non, mais les clients, ils ont pas forcément envie de ça. Parce que j'ai des filles qui sont vachement plus en contact avec la clientèle que moi en boutique et qui ont des retours plus précis, enfin, des retours en direct. Je réponds pas du tout à ta question, en fait. Non, mais tu parles pas d'audace, mais par contre, ça me fait penser à une question, c'est juste comment on sait qu'un produit va fonctionner? On sait pas. On sait pas. Ça nous arrive souvent de se dire, ah ouais, ce produit va être génial, il va vachement plaire. Cadeau d'affaires magnifique. Et pas du tout. Puis pas du tout. En fait, il va très bien partir en boutique, pas du tout pour des cadeaux d'affaires. Enfin, non, franchement, on n'est pas toujours très bon. On propose plein de choses. Heureusement, en général, ça plaît, mais ça plaît pas forcément aux personnes à qui on pensait que ça plairait. Donc non, on sait pas toujours. On sait pas toujours. On essaie quand même de prendre le plus possible les avis des vendeuses en boutique, parce que c'est elles qui sont vraiment, comme je disais, le contact direct avec les clients. Et effectivement, en fait, elles passent leur temps à nous dire, ah non, mais les gens, ils veulent ça, et puis les gens ont envie d'un praliné noir avec un peu de sel, machin. Et on essaie de prendre tout ça en compte pour justement avoir des produits qui fonctionnent encore mieux. Mais non, on ne sait jamais. T'as des sources d'inspiration un peu quelque part dans le monde, ou parisiennes ou autres, qui peuvent te donner des tendances de marché ou des choses comme ça? Bah, je suis un peu tout le monde, hein. Je suis tous les chocolatiers, tous les pâtissiers, et puis les restaurateurs, enfin plein de choses, la mode, y a tout qui te donne un peu quand même un feeling de ce qui se passe, de ce que les gens aiment et de ce qui va arriver. C'est toi la créatrice de tout ça, ou c'est ton équipe, ou Non, pas que. On réfléchit tous ensemble. On se fait toujours des petits brainstorming avec les chocolatiers. Ça dépend en fait qui est dans mon bureau, qui est par là. On peut être 2, mais on peut être 5 autour de la table à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire là pour la Saint-Valentin? Vous avez envie de quoi comme parfum? Puis chacun vient avec ses idées. On dit oui, non, pourquoi pas, on teste et on avance comme ça. Donc tout le monde goûte. Tout le monde goûte. Ça doit être atroce. Ouais, difficile de pas manger du chocolat chez nous. Tu gardes la ligne, donc Merci, je mange que ça de temps en temps. Je n'ai pas le temps d'aller déjeuner, donc c'est que du chocolat. C'est vrai? Bah, c'est bien. Au moins, tu manges tes produits, ça veut dire qu'ils sont bons. Oui. Voilà. En tout cas, merci pour ta présence ici. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Ça nous a éclairé sur ton métier, sur le métier de la chocolaterie. Mais surtout, ce qui est
génial, c'est de voir qu'une jeune femme de 26 ans a pu entreprendre quelque chose sans faire vraiment, 10 ans plus tard, une référence sur le marché. Merci. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Super. Et en famille. Merci Merci à toi, à toi. Alexandra. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à partager autour de vous. Ça nous aide énormément. On a plein d'autres projets en préparation, donc restez connectés. Et nous, on vous dit à très bientôt.